Bienvenue dans Plus proche de vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Diane Chaperon-Laure. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Choc FM 105.1. Une interview qui interagit dans notre nouveau projet Plus proche de vous. Un projet qui est d'ailleurs soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va Diane aujourd'hui? Ça va très bien, il fait très beau, c'est l'été, alors on ne demande pas mieux. C'est sûr qu'aujourd'hui... Mais on a quand même un été assez spécial, on n'a pas un grand beau temps tous les jours. Mais le principal, c'est qu'il ne pleuve pas et qu'on puisse quand même faire quelques activités. Oui, mais il faut oublier que la planète est en train de brûler un petit peu partout. De brûler un peu partout, ou encore de se noyer dans de se noyer à cause du réchauffement climatique et de toutes ces banquises qui sont en train de... se noyer avec tous les débordements et les inondations et tout ça, et les glissements de terrain. Alors, on ne va pas commencer comme ça, on va commencer de façon positive. Hein? C'est ça, exactement. Alors, je vais vous donner un peu pour les gens Justement, Diane, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu pourrais, avant toute chose, avant qu'on commence à parler de l'histoire de ta vie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, te présenter dans les grandes lignes pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui ne te connaissent peut-être pas encore et nous rappeler un petit peu d'où tu viens et où tu es née? Je suis née à Chicoutimi, une ville forestière qui, à l'époque, était quand même très, très prospère et qui était aussi à 98% francophone. Je dirais même peut-être. Et les trois, disons, endroits où il y avait une présence anglophone, c'était la base de Bagotville, la base militaire, l'Alcan, qui était la production d'aluminium dans la région, qui est toujours d'ailleurs. Et puis l'autre pôle, c'était le secteur forestier, qui était un employeur très important pour la région. Vous voyez que si je mentionne ça, c'est qu'il y a beaucoup d'affinités avec les communautés du nord de l'Ontario. J'ai grandi dans une ville, dans un quartier de la compagnie Presse, qui était la compagnie forestière du temps, où il y avait des maisons réservées aux présidents, vice-présidents, les ingénieurs d'un côté et les opérations forestières de l'autre. Et il y avait évidemment des Anglais et des Français. Les patrons étaient beaucoup d'Anglais, mais comme Chicoutimi était une majorité, tous les enfants des anglophones qui étaient là étaient bilingues. Et je dois dire, pour faire le parallèle avec l'Ontario, c'est que ces gens qui venaient au Saguenay et avaient des écoles anglaises où ils pouvaient envoyer les enfants à la base de Bagotville, à Arvida et à Chicoutimi. Alors, vous voyez, c'est... Quand je suis arrivée à Toronto et que j'ai travaillé en Ontario, d'ailleurs, mon premier contact, c'était l'Université d'Ottawa. Et je suis diplômée de l'Université d'Ottawa en sciences politiques. À un moment absolument historique, c'était durant la crise d'octobre. Pour ceux qui n'étaient pas nés ou qui n'étaient pas au pays, la crise d'octobre, c'était on avait kidnappé James Earl Ross, le consul d'Angleterre au Canada. Et c'était la montée du FLQ, le Front de libération du Québec. Il y avait Pierre Laporte qui était mort, kidnappé par des terroristes. En tout cas, c'est ça le contexte. Et moi, je me retrouve à l'Université d'Ottawa après, disons, la parade de la Saint-Jean-Baptiste, où il y avait eu des démonstrations. On avait tiré des bouteilles de peinture à Trudeau, le père par fils, parce qu'on se rappelle que c'est les années 69. Hein? Alors là, dans ma classe, je me retrouve avec des Acadiens, des Québécois et des Franco-Ontariens. Et ça, c'est très important. Parce que ces gens-là, pour expliquer l'importance de l'Université d'Ottawa et la contribution des diplômés de l'Université d'Ottawa. Parce que mes collègues qui étaient là avec moi sur les bancs d'école, il y avait De Kerkhove, qui était notre Belge résident, mais qui est devenu diplomate et qui est maintenant commentateur politique et puis aussi enseignant. Il enseigne à l'Université d'Ottawa. Parmi aussi mes
mes collègues qui étaient plus futés que le reste, il y avait des Acadiens, 2 Acadiens. Fernand Landry, qui est devenu président de l'Université de Moncton, et l'autre, Jean-Guy Fine, lui est devenu sous-ministre au Nouveau-Brunswick. Alors, il y avait, vous savez, des gens, et parmi les Québécois, il y avait Denis Monnière, je pense qu'il était prof à l'Université du Québec. Il a écrit un livre qui s'appelle « Une minorité s'explique ». Et moi, j'ai fait ma scolarité de maîtrise, mais comme c'était l'époque où on avait 4 ou 5 demandes d'emploi, et on avait des offres, et nous, on avait le choix. Alors, même avant de quitter l'université, j'ai travaillé comme stagiaire à la Chambre des communes, au bureau de recherche de l'opposition officielle. À l'époque où Joe Clark était le commis ou l'adjoint de Stanfield, qui est devenu le leader des conservateurs du Canada. Alors, il y avait toute une scène là, d'opportunités pour les gens qui faisaient les Sciences Po, de faire les Sciences Po à l'université et de faire les Sciences Po dans la vraie vie et voir qu'est-ce que c'était. Là, vous savez, je dois raconter le contexte, c'est que notre classe, vous savez, il y avait aussi des Québécois qui avaient participé aux manifs au Québec. Alors, ils se retrouvent dans ma classe. Alors, ça explique que en octobre, il y a des vieux qui se joignent à nous, des vieux de 30 ans, et j'ai découvert 20 ans plus tard avec la commission McDonald qu'ils étaient des infiltrateurs de la Défense nationale et un autre était de la GRC. C'est un peu bizarre parce que ils ont commencé la classe un peu plus tard. Ils se sont joints à nous, les étudiants, et ils prenaient des cours avec nous et on faisait des travaux de groupe. Alors, dans mon sous-sol, où il faisait noir 24 heures par 24, j'ai invité un du gars de la Défense nationale, qui était mon collègue, qui fumait la pipe, qui avait une barbe, qui était très gentil. Alors, mais il voulait le considérer comme un étudiant. Donc, c'était un étudiant, mais en même temps, c'était... C'était un peu bizarre. Oui, mais c'était... C'est après coup qu'on réalise qu'est-ce qu'on a vécu. Parce que sur le moment, on était arrivé sur les médias. Et d'ailleurs, un de mes collègues, Michel Morin, est devenu correspondant national et international pour Radio-Canada. Il a été basé à Paris et en Europe durant la guerre de Bosnie, la guerre de... Alors, vous voyez, les collègues qu'on rencontre, et puis moi, je dois dire que j'étais quand même influencée par le milieu de l'Université d'Ottawa et j'étais très intéressée et ahurie par le statut et parce qu'il y avait aussi cette évolution dans l'Ontario français pour affirmer leur identité. Les Franco-Ontariens ne sont pas des Québécois. Ils ont une identité bien à eux et puis ils devaient dire, on est là, et ils sont là depuis 400 ans. On a fait ça, on a célébré en 2015, je crois, le 400e de la francophonie en Ontario. Alors, ça m'a beaucoup intéressée, tellement que j'ai pas pris le temps de faire ma thèse de maîtrise. J'ai été engagée par OISE, qui est l'Institut ontarien de l'étude pédagogique, ça s'appelait OISE dans le temps, et c'est raffilié à l'Université de Toronto. Et là, j'étais engagée pour me promener partout en Ontario pour faire une recherche sur les batailles scolaires en Ontario français. Mais justement, Diane, je te coupe un peu parce que là, on part déjà loin, loin, loin dans le temps. Moi, j'aimerais qu'on reste au début un petit peu de ta vie pour le moment. Ma question, elle est la suivante. Est-ce que tu parlais de ton lieu de vie quand tu étais jeune, donc tu as grandi à Chicoutimi. Est-ce que tu te rappelles de bons souvenirs d'enfance quand tu étais là-bas, justement? Tu nous parlais que c'était une terre un peu forestière, que justement il y avait des enfants un petit peu des anglophones, des francophones, tout le monde était mélangé. Du coup, c'était une culture quasiment bilingue un peu partout. Toi, en tant que petite fille, justement, grandissant dans cet univers, est-ce que tu as des bons souvenirs de cette époque? Absolument, absolument merveilleux parce que j'étais élevée dans la nature. Je pouvais, dans ma cour, j'étais sur les rives de la rivière Saguenay. Et vous savez, il y a les fjords, c'est magnifique. Et je pouvais aller, on commençait l'été en faisant la cueillette des fraises, ou des framboises, et des noisettes, et des bleuets, parce que c'est la région des bleuets. Alors, ça fait que je suis devenue maniaque. Je refuse d'acheter des bleuets aux hormones qui sont gros comme ça et qui ne coûtent pas les bleuets. Vous appelez ça les myrtilles, mais nous, c'est les bleuets.
Alors, oui, ça, c'est les meilleurs souvenirs de... Mais c'est ma famille aussi. J'étais élevée dans une famille. J'étais la dernière. Une erreur. Une erreur. Je n'étais pas supposée venir. Je suis la 11e de Ah oui, famille. une grande famille. Alors, j'ai vu ce qui était autour de moi et ça m'a influencée parce que j'ai dit, moi, j'ai grandi dans une société où les femmes, ils avaient pas investir dans l'éducation d'une femme, c'était gaspiller parce qu'elle allait se marier, elle allait faire des petits, et puis c'est pas important. Et puis c'était aussi une époque où les femmes perdaient leur nom. Et là, au Québec, on a appris, on revient au nom, parce qu'il y a tellement de divorces et tout ça. Ma mère, ma soeur, ma belle-sœur, ils ont eu un choc fou. D'après ma belle-sœur, elle s'appelait Rachel Chaperon, elle est redevenue Rachel Larouche. Les autres, ma soeur qui était brochue est redevenue Chaperon. En tout cas, tout ça, j'ai dit... Et puis, il fallait voir que dans ce temps-là, tu ne pouvais pas avoir un avortement. On ne pouvait pas y penser même, avec l'impact et l'influence de la religion catholique, pas d'avortement. C'était mal vu. Et pas de carrière. Les carrières, écoute, les carrières, on avait peut-être la même formation universitaire, on n'avait pas les mêmes salaires, pas les mêmes opportunités. Après déjà ça, que c'est un problème qui dure encore un peu maintenant, alors j'imagine que des années auparavant. Et puis avoir une hypothèque et un financement de la banque, même si... Vous savez maintenant, vous regardez, les femmes gagnent plus que les hommes. On n'a pas réalisé qu'une femme libérée, éduquée, c'est la liberté pour les hommes de faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas les seuls responsables d'élever les enfants, de payer la nourriture, et puis d'être en charge du foyer financièrement aussi. Voilà, c'est une tâche lourde que la jeune génération a sûrement réalisé et apprécié, d'avoir des femmes qui sont là pour les appuyer, et pas seulement pour avoir l'appui, parce qu'ils deviennent des pères et ils sont actifs, tout à fait différents. Ça, c'est un souvenir que j'ai moins bien, que les hommes étaient là, ils n'étaient pas là à l'accouchement. Alors, mon père, c'est peut-être pour ça qu'il en a eu 11. Parce que moi, quand j'étais sur mon lit d'hôpital, après 13 heures de travail, j'ai dit, comment est-ce qu'on peut faire ça à une femme? Oh, mon Dieu! Pourtant, mon père, je l'aimais bien, j'étais sa préférée parce que j'étais la dernière. Mais je ne suis pas sûre que les femmes avaient toute l'autonomie de décider. Alors, c'est pour ça que ça m'a impliquée de voir maintenant les batailles des femmes aux États-Unis, où on recule de 50 ans, et de voir que la jeune génération, on a fait les batailles, mais la guerre n'est pas gagnée. On a encore beaucoup de domaines dans lesquels on doit continuer. Et c'est pour ça que je me suis toujours impliquée. Et ce qui est très important, c'est qu'à suite à mon premier contrat avec OISI, j'ai publié un livre qui s'appelait « Une minorité s'explique », qui a été publié aux presses de l'Université de Toronto. Et ça donne, et c'est très important, pour les gens qui viennent ici, où il y a des conseils scolaires, il y a des garderies, tout ça, de ne pas oublier que tout ça a été acquis avec des batailles. La destinée des Franco-Ontariens, on dirait que c'est comme une samba ou une rumba avec 2 pas en avant, 3 pas de côté, puis 4 pas en arrière. On l'a vu avec les décisions annoncées ou les coupures qui arrivent le vendredi d'un long week-end à 3h55 quand il est supposé avoir personne à l'écoute. Alors ça, c'est une chose dont les jeunes doivent se souvenir et tous ceux qui se joignent à nous de partout à travers la planète, que si vous avez des garderies, des écoles, si vous avez des services en santé, en français, pas encore toujours, mais si vous avez des services juridiques, qui s'est bâti, l'Association des juristes d'expression française, l'AFO, tout ça, c'est des batailles. C'est des batailles qui ont été menées, mais voilà. Bien entendu. Mais justement, Diane, je me demandais aussi comment, toi, petite fille, t'es consciente déjà de tout ça. Est-ce que c'est parce que justement, tu es la dernière d'une grande fratrie? Voilà. Ou alors c'est parce que tu as toujours été super curieuse et que tout était question pour toi et que tu t'es dit, bah, je vais faire tel genre d'études, parce que comme tu le disais, il y a quelques années, les femmes qui décident de faire des études, encore plus en sciences politiques, c'était pas forcément monnaie courante. À quel moment
tu t'es dit, ok, moi, j'aimerais bien faire ça plus tard quand je serai grande, parce que c'est un peu la phrase qu'on a quand on est petite. Moi, quand je serai grande, je serai ci, je serai ça. Ou alors, plus petit, tu te voyais plutôt dans un métier plus classique, rien à voir avec les médias, genre un métier plus peut-être rural, maîtresse d'école, Je peux vous dire. quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui a été ta source de motivation pour te lancer justement là-dedans? J'ai été élevée par mes sœurs, ma sœur aînée et ma deuxième sœur. Une s'occupait de faire la cuisine pour tout le monde parce qu'elle aidait dans les familles nombreuses, les plus vieux s'occupaient des plus petits. Et moi, j'ai vu comment mes sœurs ont été élevées, comment mes sœurs ont vécu. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas avoir la vie de mes sœurs. J'aurais une carrière pour être une femme autonome, pour pas dépendre des hommes, pour pas dépendre de... Vraiment. Et puis, j'étais accompagnée, même au niveau du collège classique. J'ai eu des gens, parce que j'étais la dernière cuvée, si vous voulez, du cours classique. Après ça, c'est devenu autonome et c'est les cégeps qui sont arrivés. Mais moi, je suis avant les cégeps, juste avant les cégeps. C'était lorsqu'il y a eu la réforme de l'éducation. Mais ça, c'était évident que je ne voulais pas être secrétaire, je ne voulais pas être infirmière et je ne voulais pas être secrétaire. Et maîtresse d'école. Non, ça, je ne le serai jamais. Ma sœur avait, disons, faire sauter les frontières. Elle avait trouvé un poste à Bell Canada. C'était vraiment extraordinaire. Mais des postes de femmes sous-payés, tout ça, non. Ce ne sera pas mon sort. Mais le brave problème, je n'avais pas prévu l'arrivée des ordinateurs. Et quand les ordinateurs sont arrivés, eh ben là, j'étais un peu handicapée, je ne savais pas taper. J'ai toujours refusé de taper. Là, je tape avec 2 doigts. Mais j'ai toujours eu des secrétaires, des adjointes. Alors, moi, vous savez, c'était plus important pour moi d'avoir un article dans le New York Times ou dans le, je ne sais pas trop quoi, dans le Globe ou dans le Star, que d'apprendre à taper toi-même. Que d'apprendre à taper, parce que ma secrétaire, mes adjoints, ils sont là pour ça. Et puis, disons, ils sont là pour bénéficier de l'expérience que j'ai. Et puis, il n'y a rien vous savez, toute la technologie, parfois, c'est un handicap énorme. C'est des barrières pour les jeunes qui commencent, qui sortent des écoles de journalistes. Je ne sais pas si vous avez eu la chance, parce que vous savez, on vous apprend des trucs à l'université. Si vous avez de bons profs, ils vont peut-être vous donner une idée réelle de ce que c'est. Mais il n'y a rien comme de faire le métier dans le contexte, de savoir, vous savez, les gens qui font des relations publiques pour des grandes firmes, ils ne savent pas la différence entre une émission d'affaires publiques, ils ne savent pas une émission d'information, une émission de divertissement, une émission locale, une émission régionale et une émission réseau. Alors moi, j'ai eu la chance inouïe de réaliser, dans ce contexte, de voir l'impact des médias. J'ai eu l'occasion de faire des événements au niveau national, parce que j'étais à l'intérieur des médias, et la dernière tiers de ma carrière, c'était à l'extérieur des médias, mais tout en connaissant l'intérieur. Donc c'était peut-être aussi plus simple pour toi de travailler avec des relations presse, tout en sachant que tu connaissais déjà comment ça fonctionnait quand on était journaliste. Absolument. La relation que la journaliste va avoir avec l'attaché de presse, boum, là c'était effet miroir, comme on dit. Toi, tu devenais la personne des relations presse qui devait s'entretenir avec les journalistes. Donc du coup, tu connaissais aussi les petits trucs et astuces pour pouvoir aller plus facilement parler à un tel ou comment à connecter avec telle personne. Mais c'est crucial. Moi, j'ai une mémoire phénoménale. Peut-être que la mémoire flanche là avec les années, mais j'ai mémorisé des listes d'envoi, absolument, les listes des contacts. Je vais vous parler plus tard dans ma carrière, j'avais fait les prix du gouverneur général en art visuel. Oui, on en parlera pendant après. 10 ans et tout ça. Alors ça, il faut mémoriser les contacts dans les médias électroniques, les médias, la presse écrite. Les radios, les chaînes radios de communautaires, c'est très important, les radios communautaires, et aussi les radios multiethniques, c'est très important. Alors, ça, je ne sais pas comment ils peuvent fonctionner s'ils n'ont pas ça comme... moi, je n'ai pas fait l'école de journalisme parce que je ne suis pas certaine, il n'y en avait pas dans le temps. Puis de toute façon, je ne suis pas certaine que... Oui, j'hésitais entre... ça et le droit. Je suis tellement contente de ne pas être une avocate parce que je voudrais vous dire que j'ai pas disons la discipline et disons
le make-up, pour savoir la tête, pour m'arrêter à la ligne A de l'article quoi, l'article... Non, ça, je m'en fous. Alors, j'étais très heureuse du chemin que j'ai choisi, parce que ça m'a permis d'être en relation avec des gens extraordinaires. Parce que le métier, moi, c'est les sciences humaines que j'ai étudiées. Et c'est encore ça qui a dominé toute ma carrière, les relations humaines. Et ça, je trouve que ça, il y a un grave problème, surtout les pauvres journalistes qui ont fait... Et tout le monde qui ont travaillé durant la pandémie, ils ont fait des bulletins de nouvelles, des campagnes, dans des conditions absolument incroyables. C'est du jamais vu. Bah oui, Et ça, on devrait, dans des conditions techniques absolument... Et ils ont quand même maintenu le fort. Et ils ont donné une radio qui avait du bon sens, ils ont continué le dialogue. Et je dois dire que non seulement ça, le dialogue pour l'information et tout, parce que il fallait éviter l'information durant la pandémie parce qu'on avait tous ces briefings là, quotidiens qui étaient très C'était très anxiogène. Très, qui augmentent l'anxiété. Et que pour l'équilibre, il y avait l'application audio et puis il y avait ici musique, et la radio et la musique qui nous accompagnaient durant les grandes marches sur le long du lac, tous les sentiers qu'on a la chance d'avoir à Toronto. C'est une grande ville, oui, mais c'est une grande ville où on peut vivre à la campagne. C'est vrai. Si on veut s'isoler, on prend le petit traversier et on va aux îles de Toronto, et puis il n'y a pas une police, pas d'ambulance, pas de pompiers, rien, pas de bruit. C'est un autre monde. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais on apprécie cette ville pour ça. Alors, je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que dans les médias, le plus important aussi, c'est les relations qu'on entretient avec les personnes, que ce soit les personnes qu'on interviewe, ou les personnes qu'on côtoie, parce qu'on les croise dans des couloirs, en tout cas, bref. Toi, grâce à tes nombreuses connexions, tu as fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Paul Demers, et c'est la première chanson de ta sélection musicale. La chanson, elle s'appelle Notre Place. Diane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette chanson? Pourquoi elle intervient dans ta liste de chansons coup de cœur? Parce que c'est l'hymne national de l'Ontario français. Il y a tout résumé dans cette chanson, l'identité franco-ontarienne. Il vient du Nord, il a vécu dans l'Est, il a vécu les grands événements de la culture, les nuits sur l'étang, l'éclosion de tous ces artistes, la création de ces années-là, là, dans le Nord, avec le théâtre du Nouvel-Ontario, avec les groupes comme Cano, il y avait d'autres chanteurs en marge de ça, mais lui, il avait une place particulière parce que j'ai eu le bonheur de faire partie d'une délégation alors que j'étais à Radio-Canada comme directrice des relations publiques pour l'Ontario. On avait un échange entre Radio-France et puis Radio-Canada et une délégation franco-ontarienne, et on a passé 3 semaines ou 2 semaines, je ne me souviens plus, mais c'était magnifique. On est allé en Normandie, j'ai découvert le Calvados. Et puis, on a découvert bien des choses. On a eu un concert à l'auditorium de Radio France à Paris. Et ils sont allés à La Rochelle pour voir les gens qui font le festival de La Rochelle. Alors, c'était disons, une tournée de promotion pour l'Ontario français qu'on devrait recommencer plus souvent et régulièrement. Parce qu'il faut rappeler que ces talents-là, ils se renouvellent. Je suis très contente d'ailleurs qu'elles se renouvellent, parce que je sais que les Chiclettes, mon petit groupe préféré, sont en tournée maintenant en France. Là, je pense qu'ils sont en Normandie. Et oui, c'est ça, ils sont en Normandie. Alors, vous savez, ça, c'est venu avant. Il faut toujours... Ceux qui sont là aujourd'hui sont redevables à ceux qui les ont précédés. Il ne faut jamais oublier ça. Une chose aussi qu'on ne doit pas oublier, à quel point il faut respecter son auditoire. Respecter le public qui est là. On n'est pas là pour nous, pour avoir un job. On est là pour les servir. C'est la radio publique. La radio, c'est un service public. Et on est là pour les autres. On n'est pas là pour parler de soi. On est là pour parler d'eux. On est allé pour parler des réalisations extraordinaires qui se fait, les réalisations qui se font dans les différentes communautés de l'Ontario, dans le Nord. Vous savez que les Franco-Ontariens sont de grands entrepreneurs. Ils étaient les magnats des médias à Sudbury. Ils avaient vous savez ça, hein? Non, je ne savais pas, Diane. Oui, il y avait Baxter Ricard. Les gens du Nord vont savoir qui c'est. Ceux qui sont un peu plus vieux, ceux qui sont jeunes vont peut-être l'oublier. Mais Baxter Ricard, ils étaient propriétaires du câble. Il y avait Lavigne, aussi Lavigne, qui avait les télécommunications et la radio à Timmins,
Alors ces gens-là, ils ont commencé, avant d'avoir la radio publique de Radio-Can, il y avait des radios privées dans le Nord. Et les radios, on écoutait peut-être Paul Demers, du coup. Mais non, je suis pas sûre, là, ça c'est venu après. Quand on a Non, dit je ça, rigole, c'est juste pour pouvoir introduire la chanson Diane. On va allez-y. écouter tout de suite un court extrait de cette chanson Notre place de Paul Demers. Pour ne plus avoir notre langue dans nos poches, je vais chanter, je vais chanter. Ah, que tu viennes de Pointe-aux-Roches ou d'Orléans, ah, je vais chanter, ouais, je vais chanter. Pour mettre les accents là où il le faut se lever, il faut célébrer notre place, aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur, notre place, donnons-nous la main, notre place, ça vient du fond du cœur. Alors voilà, c'était un court extrait de cette chanson Notre place de Paul Demers. Alors, je voulais revenir sur un truc, tu as mentionné plusieurs fois Radio-Canada. Effectivement, donc, tu as travaillé pendant de longues années à Radio-Canada. Premièrement, en tant que recherchiste intervieweur, donc un petit peu le poste qu'on appelle portraitiste maintenant, en bon français. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas à l'époque, c'est vrai. Portraitiste, hein, Portraitiste, voilà, c'est quelqu'un qui va faire des portraits de gens, qui est spécialisé dans le fait de tirer les portraits des gens d'une façon plus ou moins intime, un petit peu comme on fait en ce moment, un petit peu. Et donc, tu as commencé par ce poste à Radio-Canada, puis après, tu as gravi les échelons, comme on dit, puisque tu es devenue la directrice des communications pour l'Ontario à CBC. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment cette opportunité, elle est venue? Parce que comme tu le rappelais, à l'époque, entre guillemets, c'était plus simple d'avoir un travail, tu avais plus d'offres. Enfin, c'était plus facile de trouver quelque chose. Tu n'avais pas besoin d'envoyer ton CV à 15 000 entreprises. Souvent, les entreprises, dès qu'elles avaient un écho ou deux sur toi, elles se disaient « Oh, mais elle est incroyable, cette personne, on a envie de l'avoir avec nous. » Sauf que le mot se répand et du coup, tu as plus l'embarras du choix que maintenant. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu dur. Il faut envoyer des CV, il faut avoir des connexions, un réseau, un LinkedIn, bref, plein de trucs. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer le contexte de comment ça arrive dans ta vie, ce poste chez Radio-Canada? Écoutez, je dois vous dire que je suis peut-être unique, moi, parce que j'ai ouvert et fermé la station de Radio-Canada à Toronto. Alors, moi, je suis arrivée, comme j'expliquais, durant les années d'abondance, où tout était permis. Il y avait beaucoup d'argent pour les projets et tout ça. Et ploup, revers, et là, on arrive aux compressions budgétaires. Et les compressions budgétaires, je les ai vécues. Et on a fait les manchettes du McLean, de tous les gens, parce que c'est arrivé en octobre 90. J'étais dans mon bureau et à 2h45, on annonçait la fermeture des stations de Radio-Canada en Ontario. On déménageait, on avait plus de 150 personnes dans la salle des nouvelles de Toronto, avec des correspondants nationaux, avec des émissions locales d'affaires publiques, tout ça. Et tout ça, plouc. Mais avant que ça ferme, comment toi, tu as eu ce poste? Comment tu t'es dit, je vais rentrer chez Radio-Canada et je vais faire recherchiste intervieweur? Parce que c'est pas forcément, comme tu disais, un poste qui existait, qu'on entendait partout. Comment ça arrive dans ta vie? Ah, c'est les contacts et la camaraderie et puis l'historique. Et aussi la richesse des connaissances qu'on rencontre, des gens qu'on rencontre. C'est un métier où vous avez une chance inouïe, un accès direct. Tu sais, aller à Nagarsen après, pourquoi rechercher? Tu sais, j'ai pas vraiment... au début, j'ai commencé en fait un peu comme commissaire quand je suis sortie de l'université et que je suis arrivée à Toronto. J'étais comme un commis. J'allais chercher les cassettes parce qu'on avait le double système dans le temps. Une bande voix, une bande image. Ouais, Alors, puis c'était ça, il y avait des problèmes techniques. Alors, c'était ça mon premier travail. Mais j'y suis restée, c'est parce que j'ai rencontré tous ces gens extraordinaires. Tous ces gens dans la direction qui avaient la passion de l'Ontario français et qui n'étaient pas de passage, mais qui étaient engagés.
des cadres absolument extraordinaires, comme Jean-Raymond Saint-Cyr, le père de Chantal Hébert, qui est maintenant une journaliste connue au niveau national, et qui a commencé sa carrière à Radio-Canada. On a ici, je pense que Radio-Canada Toronto était la pépinière pour le réseau français. Parce qu'on a formé des correspondants nationaux, des critiques d'art, des critiques culturelles, Claude Deschênes. Alors on a fait, Toronto était vraiment l'endroit où. Et j'étais là au bon moment, à la bonne place, où j'ai rencontré les gens extraordinaires. C'est des Claude Deschênes, Céline Galipeau était elle était à Toronto comme correspondant national pour le réseau. Céline est maintenant le chef d'antenne du réseau français. Et c'était, je pense, la première femme. Après Bernard de Rome, parce que Céline, elle est plus que... C'est pas une lectrice de nouvelles. Céline, c'est un journaliste de terrain. C'est une femme formidable qui a été en Chine, qui était dans les grandes guerres, dans les coulisses des scènes, est allée en Bosnie, en Herzégovine, est allée en Tchétchénie, est allée partout. Alors, ça, c'était les gens avec qui je côtoyais. Et moi, je disais toujours, Céline, assure-toi, là. Assure-toi que tu auras le même salaire, sinon plus. Parce que c'était toujours, oublie pas, là. J'espère qu'on est rendu là. J'espère qu'ils ont compris. Il fallait toujours. Mais c'était les gens autour de moi. Tous ces gens-là que j'ai eu le bonheur de côtoyer. Les gens aussi de la communauté que j'ai côtoyé. Je me suis promenée partout avec le service de recherche, partout en Ontario. À Timmins, à Kapuskasing, à Hearst. Et j'ai rencontré les gens qui étaient là, dans le milieu, pas de passage. Vraiment, et les gens, ils ont un cœur gros comme ça. Ils t'ouvrent leur maison. Vous savez, les gens qui sont dans le Nord, là, ils font une belle vie, là, parce que c'est vraiment... Éric Robitaille nous rappelle toujours que dans son quartier, ou dans son domaine, dans son territoire, il y a 300 lacs privés. Et c'est vrai, tous les collègues nous envoient des trucs sur Facebook avec « Oh, voici, je me lève ce matin devant mon beau lac ici. » Alors, ils sont choyés. Et puis, ils ont les mêmes salaires que les gens de Toronto. Hein? Mais alors, ils peuvent se payer beaucoup plus. Ils ont une voiture, ils ont et puis, une ils peuvent se reposer différemment aussi. Alors, je pense que ça, c'est un avantage d'être... Toronto, c'est pas une station régionale. Je dois vous expliquer que Toronto, c'est la capitale économique, culturelle, sociale et tout ce que vous voulez du Canada. Hein? Et puis non seulement c'est le Canada, mais c'est le monde qui se réunit et qui se rassemble à Toronto. Alors, vous savez, Toronto a donné vie avec moi, tout ça, avec tous ces couples exogames, à une francophonie multilingue, qui est vraiment un avantage inouï. Oui, justement, on en a parlé en antenne, tu disais que c'était important justement de souligner le fait que toi, tu es dans un couple exogame et que du coup, ça ouvre à une culture plus riche encore, justement. Mais oui, je sais, même si, tu sais, moi, je peux dire, tu sais, j'ai créé un pilote, un instructeur de simulateur bilingue à Toronto, né à Toronto, qui a pris ses cours à l'aéroport des Îles, à Brampton, à l'aéroport de Brampton et à Bottonville. Les gens de Toronto qui vivent dans ce milieu, ils ont fait des enfants. Même, ils ont ceux qui sont dans le théâtre. Vous savez que Toronto, c'est après New York, on est le plus grand centre en théâtre. Alors vous savez, les gens du théâtre français qui ont plus de 50 ans, le théâtre est là depuis 50 ans, ils ont créé des professionnels qui ont fait Stratford, qui ont fait le Shaw. Le Shaw, c'est comme avoir les gens au festival d'Avignon et tout ça, avoir travaillé avec Mouchkine et tout ça, c'est de cette ligne-là. Et il y a des gens qui ont fait leur carrière en musique aussi, les frères Lamoureux de Penetang et tout ça. Ils sont et Véronique Dicker partout sur les scènes du monde. Ben, ils ont commencé en Ontario français. Et grâce au soutien, je dirais, de Radio-Canada au début de leur carrière. Et pourquoi avoir quitté Radio-Canada après? Alors, est-ce que c'était parce que... Ah, voilà! Oui, j'en pose des bonnes questions des fois. Mais je peux vous dire que je n'ai
pas quitter Radio-Canada. C'est les coupures et les compressions budgétaires. Justement, c'est ce que Moi, j'allais te demander. Est-ce que c'est... Moi, j'appelle ça que je fais partie du Grand Cru de 1990. Alors que j'étais dans mon bureau, vers 2h45, Veilleux fait l'annonce qu'il va couper les stations. Alors là, j'ai dit, mais moi, pourquoi l'Ontario? Parce que la station de l'Ontario, là, c'est Toronto. Parce qu'on est responsable de Windsor et de Windsor, Sudbury, le nord et l'est. Et on commence à Kingston. Ottawa n'est pas la zone. C'est pas une station ontarienne. C'est la zone parce que c'est le service parlementaire à cause de la Chambre des communes. Et ils se partagent les deux zones, les deux rives de l'Outaouais. Radio-Canada, Ontario. Et alors, les gens qui sont de l'Est de l'Ontario n'ont pas les mêmes nouvelles que les gens de Toronto, même si c'est des Franco-Ontariens. J'espère que des fois, on va avoir les mêmes nouvelles à Ottawa qui sont aussi importantes. Mais vraiment, on a deux bulletins nouveaux, différents. Le bulletin qui est produit à Ottawa pour la région de Ottawa-Hall et l'Est. Pour que ça corresponde plus à la réalité des gens, pour que ce soit plus parlant pour eux aussi. Oui, mais il faut voir aussi, notre quotidien n'est pas celui d'Ottawa, chaque région, chaque province a ses réalités, ses difficultés, ses événements, ses choses. Et donc, parler à Toronto de quelque chose qui se passe à Ottawa, il y a tellement de distance. La dynamique même de la ville, elle est différente. Donc oui, la psychologie et tout ça, c'est tout à fait différent. Ouais. Ils ont... Alors, je dois dire qu'il faut encore et continuer de rappeler que Windsor a une identité. Vous savez que Windsor, elle est là depuis 45 ans, la station de Sudbury. Et la station de Sudbury, c'était la création de Marie Poulin, qui est maintenant la sénatrice Marie Poulin. Mais c'était l'âme, Marie, c'était la réponse, c'était ancré dans le milieu, c'était une réponse, c'était une radio qui reflète la réalité des gens qui sont là. Et c'était aussi inclusif, hein, parce qu'on n'a pas inventé ça, l'inclusivité. Nous, là, on avait des Français bien avant qu'ils arrivent et qu'ils débarquent après, comment il s'appelait, là, celui que tout le monde détestait, là, celui qui était... il y a eu deux vagues. Il y a eu la vague... Sarkozy, il y a eu la vague Sarkozy, après ça, il y a eu la vague... C'est tous les problèmes. François Hollande, François Hollande, ben, ça, c'est mineur. Mais François Hollande, il aurait dû parler à Tory, il n'aurait pas eu à démissionner. C'est vrai que moi, j'étais très surprise quand j'ai vu ça. Je me suis dit, moi, étant franco-française, on quitte pas son travail, aussi bon soit-il, surtout parce qu'on a eu une petite aventure. Mais bon, après... alors, s'il fallait faire ça pour tous les cadres des compagnies, il ne resterait pas... Il ne resterait plus grand monde. Les conseils d'administration et puis les salles seraient bien vides. Ouais, tout à fait vides. Donc, alors, du coup, coupure budgétaire, tu décides de quitter CBC ou du coup, coupure étant, ton poste, il est coupé également? Oui, évidemment. Ils ont eu la géniale idée de déménager les communications à Ottawa. Et je vois qu'avec ce qui se passe maintenant, que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il faut avoir les pieds sur terre. Il faut être à proximité de ta salle des nouvelles, de tes gens qui font les émissions. Tu es là pour les aider, tu leur donnes du feedback. Et tu dois faire l'ouverture sur la... Parce que si tu fais toutes tes communications en français à Toronto, tes exogrammes, tes manques, hein? Mais les exogrammes, ils envoient souvent les enfants dans les écoles privées pour s'assurer qu'ils soient bilingues. Alors, c'est des occasions manquées. Et si vous ne faites pas de communication à Toronto pour expliquer que Radio-Canada, Toronto, CBLFT est là depuis 50 ans, écoutez, avec la... Et puis qu'à l'origine, ils étaient là pour faire la promotion des artistes, comme ils ont toujours fait, pour la nuit sur l'étang. Ils avaient pour la promotion des nouveaux talents avec Ontario Pop. On faisait les célébrations de la Saint-Jean, qui est la fête qui était organisée par Radio-Canada, qui a amené tous les grands talents, tous les artistes qui gagnaient les prix de la disque et tout ça. On a eu tout le monde, Richard Séguin, tout le monde en fait. Tous les grands artistes, ils sont venus à Toronto pour célébrer la Saint-Jean. Et justement, en parlant de grandes artistes, il y a une grande artiste qui fait partie de ta liste musicale. C'est ta deuxième chanson, c'est Céline Dion, pour un titre qui s'appelle Incognito. Alors, j'aimerais bien qu'on passe cet extrait musical, mais avant, est-ce que tu pourrais, Diane, nous expliquer pourquoi cette chanson? On en a parlé hors antenne, je disais, moi j'aime bien Céline Dion, ma mère est une grande fan.
mais je crois que cette chanson, je la connais pas. Alors, ouais, mais peut-être qu'en l'écoutant, je vais dire, ah, mais si, je la connais en fait. Mais Incognito, comme ça me disait pas grand-chose. Mais est-ce que toi, tu peux nous en parler? Pourquoi cette chanson spécifiquement? Parce que Incognito, c'était après que Céline s'était fait connaître au monde entier avec, elle avait remporté le prix Eurovision, devant 600 millions de téléspectateurs. Et après ça, nous, on a eu la chance de l'inviter à Toronto. Incognito, évidemment, elle n'était pas connue du Canada anglais, mais elle était déjà la fille, l'enfant chéri du Québec. Elle l'est toujours d'ailleurs, même si on a vieilli. C'était important d'avoir Céline. Céline, elle est venue à Toronto il y a 35 ans, à Harbourfront Centre. C'était même pas Harbourfront Centre dans le temps, ça s'appelait Harbourfront. Une petite scène minable qui s'appelait The Ship Deck Stage. Jamais vous imaginez Céline qui a fait les plus grands trucs de Las Vegas avec tous les gagas techniques là, du Cirque du Soleil, tout ça, dans une petite scène. Nous les humbles, le réalisateur Gabriel Dubé, tout ça, elle avait dit, on va emmener Céline. Et puis d'habitude, on faisait des captations comme on fait la fête des Acadiens et diffusée au réseau. Nos fêtes de la Saint-Jean en Ontario étaient diffusées sur les réseaux à l'époque. Maintenant, on ne fait plus ça. Mais avec Céline, c'est devenu un peu compliqué parce que les droits d'auteur étaient très chers. On n'a pas pu, je pense, faire cette année-là la diffusion. Mais de toute façon, ça fait que Céline, elle est venue. Et puis, c'était évidemment parce qu'elle avait les plus grands. Elle venait de signer avec Chrysler, Coke, CBS, la maison de disques de New York. Et puis, tous les médias étaient à l'affût, les médias anglophones, parce qu'ils ne savaient pas c'est qui ça. Ils étaient un peu sérieux. Elle venait de terminer chez Cour, chez Berlitz. Alors, elle baragouinait un peu en anglais. Donc, je l'ai mise, j'ai organisé des entrevues pour Céline à la station de radio avec Ralph Benmergui, qui était peut-être la Anne Sinclair, ou je ne sais pas, non, Michel Drucker. Michel Drucker. La version Michel Drucker du Canada anglais. Et puis, ça passait. Alors, le soir, c'était la seule occasion où on avait tous les francophones réunis. Une scène absolument merveilleuse, là. On n'avait pas encore l'aéroport des îles qui faisait du bruit infernal quand on fait des concerts. Alors, on avait un peu la paix. Mais par contre, on avait la tour CN qui faisait un peu de problème pour les connexions, les micros. Mais en tout cas, tout ça, il y avait une foule énorme. Et Céline, parce qu'elle était là pour les francophones, mais elle était là aussi pour sa tourne. Elle avait déjà été contactée par le réseau anglais pour animer la soirée des Junos, qui est votre... les victoires de la musique. Les victoires de la musique, oui, c'est ça. Alors, la Céline qui fait ça en anglais, imaginez. Et alors, vous imaginez, elle a dit, je vais chanter en anglais quelques chansons. Mais elle s'est fait huer de son public. Parce que les Franco-Ontariens ont dit, il faut revendiquer cette francophonie. Alors, on avait expliqué, comme bonne relationniste, j'avais expliqué à Vito Leprano de CBS et à Angelil que c'était peut-être pas... On comprenait le contexte, mais aussi eux, ils devaient comprendre c'est quoi les Franco-Ontariens et pourquoi ils ont eu cette réaction. Tout le monde adore Céline. C'est du jamais vu que Céline se fait huer. Et là, on avait expliqué le contexte. Elle s'est fait huer simplement parce que c'était pour les 5000. Oui, parce que là, Saint-Jean-Baptiste, c'est sacré. C'est là où on avait notre seul concert. Les gens venaient en bus, nolisés de Penetang, de Welland, de Kingston. Et c'était vraiment spécial. C'était la fête au village. À Toronto, le village. Et en tout cas, on a expliqué, ils ont pas... Évidemment, ils ont compris, parce que nous, on connaissait les visées de René Angelil, et Céline, d'ailleurs, l'avait déjà répété dans son entrevue. Si vous voyez la couverture qui a été faite par Radio-Canada, vous avez le visuel de l'époque, où elle explique qu'elle voulait chanter en anglais. Elle voulait faire Barbara Streisand. J'ai dit, j'avais dit à Angeline, on n'a pas vraiment besoin de Céline pour de l'anglo. Non, mais elle adorait Streisand. Évidemment, c'est
l'élève qui a déplacé, ou Qui a dépassé dépassé le maître. Alors, parce qu'elle a conquis le monde. Vous savez qu'il y a eu une réaction au Québec aussi. On dit qu'elle est trahie, là, nous chante en anglais. Et maintenant, vous imaginez tous les traites qu'ils ont là, dans la nouvelle vague avec Charlotte Gardin. Et je ne sais pas, mais tous les gens qui chantent en anglais maintenant, ou en franglais, ou les deux. Ouais, en alternant un petit peu les deux. Je dis oui, en alternant les deux. Mais je pense que c'est le reflet de la société et de la nouvelle génération. Et ben, on va tout de suite écouter un court extrait de cette chanson Incognito de Céline Dion. Alors voilà, c'était un court extrait de cette chanson Incognito de Céline Dion et je continue et persiste et signe. Cette chanson, je la connaissais pas, tu vois. Donc, comme quoi, j'en connaissais pas mal, mais tu m'as fait découvrir un truc, Diane, parce que ça, je la connaissais pas. Du coup, je rebondis sur le fait que Céline était venue à Arbourfond parce que du coup, c'est un des jobs que tu as occupé après directrice des relations publiques à Arbourfond. Donc, on fait un petit peu un saut dans le temps et tout, mais j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça parce que du coup, on en parlait tout à l'heure, quand on est dans le monde des médias, on ne sait pas forcément comment ça marche les relations publiques. Toi, tu as eu la chance de faire les deux. Absolument. Et du coup, qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que tu préférais, être au cœur des médias et de justement driver un petit peu tout ça, ou être aux côtés des artistes, être aux côtés de tous ces événements, des communautés et mettre en avant ça par les médias? Qu'est-ce que tu préférais? C'est difficile à dire. Hein? J'aime les deux parce que j'aime les deux. Mais je dois dire que, comme enrichissement, pour m'enrichir, j'ai adoré le poste à Harbourfront. Je l'ai eu parce que j'étais à Radio-Canada avant. J'étais impliquée dans Toronto Women in Film. Alors, en tant que francophone, tu dois être impliqué comme les journalistes qui travaillent en français sont impliqués dans la guilde, le syndicat des guildes. Et comme on doit être impliqué aussi avec les gens Friends of Public Broadcasting, on doit être impliqué. C'est pour ça que je vous dis que quelqu'un qui fait une stratégie de communication qui n'est pas dans ce contexte ne peut pas comprendre l'importance d'avoir des gens à Toronto pour planifier la visite à Toronto, à Windsor et à Sudbury pour connaître. Parce que ce qui est important, moi, en publicité, tu vends un produit. Et moi, je n'ai pas choisi de vendre des meubles, mais c'est des humains. Un animateur, par exemple, Pierre Granger, qui a remporté, parce que j'avais soumis, le meilleur chef d'antenne régional pour les nouvelles. Il a gagné un prix du président. Après ça, pour donner une visibilité à nos artistes, Claude Deschênes, avec qui j'étais toujours très près des animateurs. Et je leur donnais beaucoup de feedback, pas seulement négatif, pas seulement positif, mais ils ont besoin de ça. Ouais, pour se construire aussi. On doit avoir, écoute, si tu as le poste que tu as, tu dois assister au spectacle, tu dois écouter les émissions. Je disais à parce que aussi à Harbourfront, on recevait les artistes, mais on également faisait la promotion du Festival international des auteurs, c'est-à-dire qu'on avait des auteurs du monde entier, en français, en anglais, dans toutes les langues. On avait les festivals comme Today's Japan, alors tout sur le théâtre, la danse, tout, du Japon. On a eu India Today, on avait aussi les musiques du monde. Alors c'est là que j'ai appris, moi, les musiques du monde. Et c'est pour ça que j'avais choisi une musique que j'aurais voulu, qui m'a accompagnée durant la pandémie. Et je connais rien, mais ça s'appelait Jérusalem. Et je ne suis pas très religieuse, mais ça,
ça m'a regardé, ça m'a réchauffé. Durant mes promenades quotidiennes où tout était fermé à Toronto, parce que quand on était en pandémie, quand c'était fermé, Toronto était fermé. Pas d'accès. Toronto était très vide de plein de gens, puisque toutes les personnes, comme tu disais, qui ont des belles maisons avec des beaux lacs privés, bah, ils ont préféré être dans ces endroits-là que bloqués dans des petits appartements sans grands espaces extérieurs. Mais il y en avait, je dois rendre hommage aux annonceurs, aux réalisateurs, aux chroniqueurs, qui, durant la pandémie, étaient peut-être bloqués au 32e étage avec les petits et tout ça, et qui ont quand même livré la marchandise. Hein? Ils ont livré la marchandise dans des conditions impossibles. Et je pense qu'il devrait avoir une Légion d'honneur de la radiodiffusion. Et parce que vous savez, lorsqu'on fait les grandes fêtes à Radio-Canada là, pour le président, le conseil d'administration, ils rendent toujours hommage aux correspondants étrangers. C'est évident. Les correspondants étrangers, ils ont atteint le summum. Mais vous savez qu'on a créé ici à Toronto beaucoup de correspondants étrangers. Et d'ailleurs, Philippe Leblanc, qui est maintenant en Asie, qui est en fait en Corée, et il se promène partout. Il était en Mongolie, et là, il était au Vietnam. Alors vraiment... C'est des gens qui sont venus d'ici, là, qui ont commencé mais ils ont beaucoup appris. Et c'est comme ça. Tout le monde apprend. Le métier que vous faites aujourd'hui, les circonstances dans lesquelles vous faites et comment vous vous débrouillez, va vous créer la job que vous aurez la semaine prochaine ou l'année prochaine. Il ne faut surtout pas abandonner. Il ne faut pas lâcher. C'est important, ça, exactement. Et quelque chose que toi, tu n'as jamais lâché. Après, c'est... toujours ça, être dans les relations publiques. Et après, après ce poste de directrice des relations publiques à Harbourfront, là, tu deviens l'attachée de presse pour les prix médiatiques, pour les prix du gouverneur général en art visuel et médiatique pendant 10 ans. Oui, voilà. Alors, écoutez, ça, est-ce que tu peux nous en parler pour finir un petit peu cette interview? Parce que malheureusement, le temps passe vite quand on s'amuse. C'est merveilleux parce que, vous savez, j'ai fait ça. J'ai quitté Harbourfront aussi à cause des compressions culturelles, les compressions budgétaires à Harbourfront. Alors, Harbourfront, c'était extraordinaire parce que Harbourfront produisait à peu près 4000 événements par année. Avec tous les festivals, différentes disciplines, il y avait des camps pour les jeunes, des camps de cirque, des camps de voile, de tout. Il y avait des camps, il y avait des concerts, des séries de concerts en musique du monde et en musique variété, là. Il y avait les festivals du Morier World Stage. Il y avait des tas de commanditaires. Écoute, dans le temps, là, tous les commanditaires, les boissons, les péchés, les cigarettes et tout ça, c'était les commanditaires. Le gouvernement a passé une loi et les organismes culturels sans but lucratif ont été punis parce que c'était leur source de financement. Et là, tout d'un coup, plus rien. Alors, c'est pour ça, les coupures encore une fois. Mais je veux dire que je devrais remercier le ciel de ces coupures à Harbourfront. Oui, parce qu'au final, même si ça t'a mis des bâtons un petit peu dans les roues à certains moments, ça t'a fait rebondir en fait. On dit toujours quand une porte se ferme, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et bien, dans mon cas, c'était plusieurs portes. Parce que c'était, évidemment, j'ai eu le bonheur de travailler avec plus de 114 artistes visuels, parmi les meilleurs, les architectes. Est-ce que, d'ailleurs, tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est que le prix du gouverneur général? Parce que peut-être que les gens ne sont pas... Bien sûr. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est exactement. C'est une reconnaissance du Conseil des arts du Canada et c'est choisi par un jury des pairs là, en différentes disciplines, comme les métiers d'art, l'architecture, la peinture. Alors là, vous imaginez que moi, c'était très important de me lier d'amitié et de connaître les artistes. Les artistes visuels sont les moins, et disent toujours « Ah, mon art parle pour elle-même ». Ben, écoutez, le prix du gouverneur général, c'était pour sortir les arts visuels de la page culturelle et l'amener aux nouvelles pour que la bonne femme qui fait son marché ou le monsieur qui va à la commission ou la régie pour chercher ça peut entendre parler et voir dans son journal du matin. Et que ce soit plus concret aussi. Et plus accessible aussi. Voilà, plus accessible, permettre aux gens de connaître les artistes aussi et de leur donner une reconnaissance. Parce que les gens, il y a des artistes qui sont... Écoutez, il y a des mythes là, parmi les journalistes qu'un artiste, ça doit être pauvre et crèverait. Plus tu crèves, plus tu es pauvre, mieux tu crées. Et là, ils ont été, parce que j'ai eu le bonheur d'avoir
Colville, qui est un des plus grands peintres du Canada dont les peintures se vendent pour des millions de dollars. Lui, il arrive à la conférence de presse en Bentley, parce qu'il peut se payer une Bentley. Alors, ce n'était pas exactement... Et il vit en Nouvelle-Écosse, mais j'ai eu l'impression de découvrir tous les artistes dans différentes régions du pays. Parce que vous savez, le Canada, c'est 2 nations, et il n'y a pas beaucoup... À moins ils se reconnaissent, ils se remettent, ils se connaissent à l'international. Quand Riopelle est allé à Paris, les gens de Vancouver, et les gens de Vancouver qui vont à Paris, à New York, mais là, ils se rencontrent et ils se connaissent un peu. Mais d'établir un dialogue et faire connaître les artistes du Québec, les artistes de l'Ontario, de Saskatchewan, c'est à tout le monde. Alors ça, c'était très enrichissant pour moi. Je me suis liée d'amitié avec deux particulièrement, puisque c'était Alex Janvier. Alex Janvier est un peintre d'aîné de Cold Lake en Alberta, qui est aussi un élève qui a vécu le cauchemar des écoles, les pensionnats autochtones, et enfin, qui a créé, on lui disait, oh, tu seras jamais peintre, tu vas crever de vie dedans. Il m'a appris qu'il y avait des Indian Agents. Moi, je ne savais pas ça. On n'a pas appris notre histoire du Canada. Ils n'ont pas donné ça dans les livres, que ce qu'ils ont vécu. Il n'y a personne qui en parlait. Même eux ne voulaient pas en parler. Mais là, finalement, et puis le hasard a voulu que mes collègues avec qui j'avais des connexions sur la Chambre des communes avaient un centre culturel en France à La Roche-Dy. Ça s'appelle La Roche-Dy. Et c'est un centre culturel géré par des Canadiens pour des classes de maîtres d'opéra, de ballet, de danse et de peinture. Alors, j'ai amené Alex là. Et en même temps, alors, il a fait 2 expositions en France, en Bourgogne et dans le sud de la France. Dans le sud de la France, en banlieue de Marseille, où l'ancien ministre des Affaires indiennes du Canada, Hugh Faulkner, avait un vignoble. Et pour célébrer le 20e anniversaire de son vignoble, il avait fait une exposition de peintres, parce que sa femme, qui était une artiste, avait une bonne collection. Alors, il avait amené comme peintre invité Alex. Alors, Alex s'est retourné dans un vignoble, parce qu'il a 25 ans de sobriété, alors c'est pas question, là. Et en plus, il se retrouve en Bourgogne. L'autre exposition, c'était pour célébrer le 10e anniversaire des artistes visuels de Bourgogne. Alors, vous imaginez, le petit Kir, c'était défendu. Alors, moi, je devais surveiller, parce que pour les Français, le Kir, c'est pas vraiment une boisson alcoolisée. C'est vrai. Et puis, le vinaigre balsamique non plus. Alors, mais c'était une expérience absolument formidable. Je l'ai amené à Rome. On a fait 2 expositions à Rome, à une galerie qui s'appelait Angelica, en tout cas, et l'autre, c'était avec la galerie Basso. Basso était le fondateur des compagnies d'assurance en Italie. Alors, disons, je voulais redonner à Alex l'occasion d'être reconnu ailleurs. Et Alex, il fait des murales gigantesques qui sont au Musée de l'Histoire du Canada. Son œuvre s'appelle L'Étoile du matin, The Morning Star. Le Morning Star, c'est aussi sur toutes les parapluies, les tasses de café, parce qu'il a fait l'objet d'une rétrospective extraordinaire au Musée des Beaux-Arts du Canada il y a quelques années. Alors, c'est ça les liens. Et puis, il y a aussi des liens très privés, très intimes que j'ai développés avec Rita Letendre, qui était une grande peintre, qui était de la même époque que Riopelle, qui a travaillé à New York, en Californie, en Israël, et qui s'est établi à Toronto dans les années 70. Parce que vous savez, c'était le développement immobilier, et puis ils devaient louer et donner des studios aux artistes à des tarifs préférentiels. Et ils devaient, disons, acheter des œuvres et tout ça. Alors, Rita s'est établie en Ontario, mais elle est quand même d'origine québécoise, et dit Abenaki aussi, ça c'est un peu... mais elle a eu aussi une rétrospective extraordinaire au Musée des Beaux-Arts de l'Ontario. Et je sais, le travail qu'on fait comme relationniste, vous savez, on n'est pas des ministres de la propagande. On est là pour aider les journalistes à faire leur travail. Et puis à mettre tout en œuvre aussi pour que l'art soit beaucoup plus accessible aussi, c'est ce qu'on disait. Mais évidemment, pour Rita, c'est ça. Pour elle, c'était, et Alex, la même chose. Parce que Alex a une murale extraordinaire sur le plancher de l'édifice Rogers à Edmonton.
Alors pour lui, c'est ça l'art. C'est pas quelqu'un qui va dans un musée. Et on pourrait en parler pendant des heures. Malheureusement, cette interview, elle arrive déjà à son terme, ma chère Diane. Est-ce que tu pourrais rapidement nous dire sur quoi tu travailles en ce moment? Est-ce que tu as des objectifs encore? Je sais que tu es membre de certaines associations, certains organismes. Donc, est-ce que tu pourrais rapidement nous dire où et comment on te retrouve aussi? Et puis après, je diffuserai juste avant la fin de cette interview qui touche déjà malheureusement à sa fin. C'est fou comment 1 heure ça passe vite quand on s'amuse en fait. Oui. Mais on passera à un extrait, celui de Fouki et de Jay Scott, d'une chanson qui s'appelle Copilote. Mais juste avant, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sur quoi tu travailles, dans quoi tu es engagée avant que je te libère, ma chère Diane? Vous savez, comme je suis exogame, imagine, dans ma famille, j'ai un côté chinois. Alors, et dans ma famille, ils sont aussi militants que moi, je suis du côté français. Alors, mais là, ma belle, c'est ma cousine, j'imagine, Ruthie, elle est devenue Dr. Ruth. Elle, c'était du côté chinois. Elle est née à Brockville, elle est canadienne. Elle a épousé un journaliste américain qui était le directeur de UPI, United Press ou Wall Street, elle est le Wall Street Journal. Donc, elle a travaillé en Inde, elle a travaillé partout, mais au Canada, et partout où elle était, à la discrimination. Alors, elle a écrit un livre qui vient de sortir et qui s'appelle Beyond Borders, ou je ne sais pas trop quoi, j'ai oublié le titre, mais je l'ai lu. Et faire la promotion d'un livre où c'est apparenté, tu as les photos de ton mari quand il était petit, c'est un peu différent. Mais elle a 91 ans. Elle a reçu le doctorat honorifique de l'Université York pour son travail, pour son œuvre, parce qu'elle est Quaker. Donc, elle a travaillé beaucoup dans le développement communautaire dans le Grand Nord canadien, comme ma fille d'ailleurs, qui a travaillé dans le Grand Nord comme pilote de brousse. Elle a fait ses classes avant d'aboutir dans le Maroc, au Maroc, dans le désert du Maroc, pour faire des relevés géophysiques, parce qu'il faut faire ses classes. Et avant ça, elle est allée dans le nord de l'Ontario, dans les camps, les pourvoiries, tout ça. Une femme, imaginez, pilote dans les pourvoiries. Elle était la seule femme parmi les 4 pilotes qui avait le droit, qui n'avait pas le droit de regarder la télé, mais elle, puisqu'elle était une femme, elle devait aider à nettoyer les femmes de chambre, à nettoyer les salles, les chambres. Alors, elle n'a pas resté très longtemps. Mon mari m'a toujours accusée d'avoir élevé une féministe. J'ai dit, j'en suis très fière. Eh bien, écoute, merci beaucoup en tout cas, Diane, d'avoir pris de ton temps pour revenir un petit peu sur ton parcours de vie, même si on aurait pu faire une interview, une émission qui dure des heures, parce que c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, puis j'ai l'impression d'apprendre plein de trucs à chaque fois, donc c'est vraiment cool. En tout cas, merci vraiment d'avoir pris autant de temps. On va d'ailleurs écouter un rapide extrait de la chanson de Fouki et Jay Scott. Parce qu'en antenne, elle m'a dit, bah ouais, moi aussi, j'aime bien le hip-hop, moi aussi, j'aime bien la chanson urbaine. Donc, on va écouter ça en fin d'interview. En tout cas, un grand merci pour ton temps, pour avoir retracé ton parcours avec nous et les auditeurs de Choc FM 105.1. Diane, merci beaucoup pour ce bel entretien. C'était donc Nathalie Salmeron dans Plus proche de vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Au revoir, Diane. Ça fait un plaisir. À bientôt. Elle pensait qu'on était rendus amis. Je pense pas qu'elle a bien compris. Oh non, she used to be ma copilote. On a roulé 440 direct sur le pont P9. 140, jamais pogné ticket de vitesse, appelle-moi Paul Walker. Rolling in the deep comme Adèle, à un moment donné ça roulait plus. J'avoue que j'avais un peu bu, mais je suis rendu avec mon permis d'adulte, j'ai 15 points d'inaptitude, oui. Falling, oui, falling down. Comme les fers en automne, pas que c'était pour la bonne. Fait que là je m'en vais juste prendre